Bonjour, bienvenue au quatrième rendez-vous des troisièmes rencontres sanitaires apicoles en Aura. Donc, on vous rappelle que ces webinaires sont co-organisés par l'ADA Aura, la FRGDS Aura via sa section apicole et le GTV Aura via sa section apicole, qui ont mobilisé leurs compétences et ont mis en place une campagne de conférences, d'information et de formation pour la santé de l'abeille à destination de l'ensemble des apiculteurs de la région Aura. Ce webinaire est donc le deuxième d'une série de 4 sur le thème de la lutte contre varroa, premier facteur de mortalité des colonies. Donc la présentation va bientôt commencer. Vous pourrez poser vos questions aux intervenants dans le module questions-réponses en bas à gauche. Cette intervention est enregistrée et sera disponible comme les précédentes sur la chaîne YouTube de la FRGDS Aura. Eh bien, bonne conférence à tous. Démarrer. Alors, je vais vous présenter tout d'abord le programme. En fait, cette présentation va être menée à trois voix. Donc, moi, je suis Adeline Alexandre de la FRGDS. Marie Vintelon va ensuite poursuivre et Olivier Artnagel de DGTV va terminer cette présentation. Donc, on va parler tout d'abord de l'évolution de la population de varroa dans nos colonies. Ensuite, on va vous expliquer comment faire un suivi d'infestation, à quoi ça sert, comment on fait, les périodes clés, les valeurs seuil, et puis se concentrer un petit peu sur la période actuelle. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait derrière, la prise de décision suite à ces observations et le comportement à adopter. Donc, on souhaitait vous représenter l'évolution de la population de varroa. C'est en effet important de comprendre cette biologie varroa pour bien comprendre derrière le suivi d'infestation. Malheureusement, varroa est complètement adapté à notre abeille Apis mellifera et se développe conjointement à la colonie au cours de la saison apicole. On dit que son développement est très rapide, même exponentiel, à partir du mois de mars. Et vous voyez sur ce graphique les différentes populations croître. On dit que la population de varroa augmente, double même tous les 20 à 30 jours suivant les conditions. Et donc, on arrive très rapidement au mois de juin, juillet, août, à des seuils très importants si on ne fait rien, d'autant plus que à partir de juin, les reines réduisent leur ponte, donc on a moins de couvains, moins d'abeilles, et donc le nombre de varroa par individu qui augmente fortement, et c'est pour ça qu'on peut arriver plus ou moins rapidement à un seuil critique, un seuil où on a des conséquences sur la colonie qui peuvent aller de la baisse de production à la mort. Cette population de varroa, bien sûr, son évolution varie en fonction de plusieurs choses. Tout d'abord, la population initiale, c'est-à-dire le nombre d'individus qui sont présents à la fin de l'hiver. Et vous voyez sur ce graphique, en fonction de si on démarre avec 10 varroa ou avec 100 varroa, eh ben, on ne sera pas au même niveau au mois de juillet. Et c'est vrai qu'il faut avoir en tête que, par exemple, si on a 50 varroa en sortie d'hiver, eh ben, on se retrouve déjà avec 4000 varroa dans la colonie au mois de juillet. Si on a appliqué des mesures biotechniques, on peut avoir diminué un petit peu la population, ralenti le cycle de développement du varroa. Et ça, par exemple, c'est le piégeage du varroa dans le couvain mâle. Donc là, vous avez un exemple avec un cadre à jambage. Donc quand on élimine du couvain mâle régulièrement, on peut arriver à ralentir l'évolution de la population de varroa. Il a été montré que si on le fait 4 fois au cours de la saison, on peut diminuer de 25% la population de varroa. Ce n'est pas suffisant, mais ça ralentit un peu. Par contre, ce qui peut augmenter
la population, c'est les infestations exogènes. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les varroas qui arrivent sur le dos des abeilles dans la ruche. Et ça, où elles se contaminent principalement à cause des comportements de pillage. Donc, typiquement, si vous avez une colonie forte, qui, en période de disette, elle peut aller se contaminer dans des ruches plus faibles et ramener du varroa à la maison, et pas que, on peut ramener aussi d'autres pathogènes. La quantité de couvain dans la ruche aussi fait varier fortement la population de varroa, parce que le varroa, vous savez, se reproduit dans le couvain. Donc, en fonction de la quantité de couvain au cours de la saison apicole dans notre colonie, on peut avoir des variations importantes. Et c'est vrai qu'on se dit des fois une colonie forte, c'est très bien, mais des colonies, il faut avoir en tête que les colonies qui ont tenu 8, 9, 4 de couvain toute la saison, celles-là, elles ont eu aussi beaucoup de varroa produits. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès maintenant, dès le mois de juin, on prépare les conséquences du mois de mars. Donc, en fait, dès maintenant, on prépare l'hivernage de nos colonies. Pourquoi? Parce que le varroa se nourrit d'hémolymphes et du corps gras des abeilles. Et ce corps gras, c'est lui qui synthétise en partie la vitellogénine. Et cette vitellogénine, c'est une protéine qui a une action sur le stress oxydatif, c'est-à-dire le vieillissement des cellules. Ce qui fait que si elles ont moins de vitellogénine, ça va diminuer la longévité des abeilles. Et ça a deux conséquences. Ça a une conséquence sur la durée de vie des butineuses en saison. Comme elles ont une durée de vie plus courte, elles vont accumuler moins de réserves. Donc, ça a des conséquences pour l'apiculteur, donc sur la production, mais aussi pour les réserves hivernales. Ça, on peut à la limite compenser avec du nourrissement, mais il y a une conséquence beaucoup plus grave qui est l'impact sur les abeilles d'hiver. Vous savez qu'à partir du mois de juillet, août, les abeilles qui vont être produites vont être des abeilles avec une physiologie différente qui vont permettre une longévité plus longue et permettre la survie de la colonie. Et si ces abeilles sont parasitées, leur durée de vie va être plus courte et ça va mettre en péril la survie de la colonie. Avant d'agir sur nos colonies, il faut savoir ce qui s'y passe. Et c'est pour ça qu'on va vous parler des suivis d'infestation. Donc ça, le suivi d'infestation, c'est pour dire qu'on va compter les varroas. Et pour ça, il y a différentes méthodes pour évaluer la pression dans nos colonies. Les deux principales sont le comptage sur chute naturelle sur l'ange et le comptage de varroa phorétique. On va vous expliquer les deux. Ce qu'il faut bien penser, c'est que c'est indispensable. Le traitement ou la lutte seule est pas suffisante. Pour avoir quelque chose de vraiment efficace, il faut suivre vos colonies. Et ça vous permet en fait de repérer les colonies qui sont en danger et d'adapter leur conduite. Alors à l'échelle de la ruche, mais à l'échelle du rucher, on a prévu de faire une mielée tardive. On va se poser la question de quel rucher on va mettre sur cette mielée et lesquels on va sortir de la production. Et puis, ça va permettre également de juger l'efficacité du traitement que vous allez appliquer et ou de la lutte biotechnique que vous avez mis en place. Ça vous permet également de bien comprendre ce qui se passe dans vos colonies, d'agir, de progresser et de vous comparer aux autres. Je vais vous présenter comment faire un comptage sur l'ange. Alors, c'est très simple parce qu'on n'a pas à ouvrir la ruche. Simplement, on relève les varroas qui tombent naturellement sur le plancher. Alors, c'est des varroas qui sont morts ou c'est lié au comportement d'épouillage des abeilles. Ce qu'il faut avoir, c'est un plancher grillagé en fond de ruche. Alors, c'est possible sans plancher grillagé, mais c'est un peu plus compliqué. Et il faut avoir un lange. Alors, un lange, en fait, c'est une plaque, souvent blanche, pour pouvoir bien voir, adaptée à la dimension de votre plancher.
plus ou moins quadrillé. Le quadrillage facilite le comptage. Il faut le graisser, c'est pour ça que c'est sur l'ange graissé. Alors avec une graisse à traire ou du Sindo, quelque chose de neutre au niveau odeur. Ça permet à ce que les varroas ne se fassent pas la malle et restent bien sur le lange. Ensuite, une fois qu'on a mis en place ce lange, eh ben, on va le regarder tous les 2 à 3 jours. Donc, on regarde, on compte les varroas présents sur cette plaque. Et puis, on le nettoie, on le regraisse et on le remet en place. Et ça, il faut le faire 2, 3, 4 fois pour avoir quelque chose. Ils vont pas représenter une idée absolue, ils vont pas nous dire exactement combien il y a de varrois précisément dans la ruche, parce que du coup, ça prend pas en compte les varrois qui sont dans le couvain. Par contre, c'est un indicateur robuste qui nous donne une bonne idée de la pression qu'exerce varrois au stade phorétique, donc sur les abeilles adultes dans la ruche. Et c'est pour ça que ça apporte une information qui est vraiment différente des comptages sur l'ange, puisque les comptages sur l'ange, c'est des varrois qui sont morts. Donc voilà, on n'a pas une idée de ce que représentent les varrois qui sont accrochés sur les abeilles au moment où on fait les comptages. Donc pour les comptages de varrois phorétiques, il existe plusieurs méthodes. Il y a la méthode au sucre glace, la méthode de comptage au CO2 et puis la méthode de comptage qui se base sur un lavage des échantillons d'abeilles avec du détergent. Donc ces 3 méthodes, elles sont assez différentes. Après, nous, on utilise plutôt la méthode de comptage au sucre glace parce que c'est de loin la plus facile à mettre en place sur le terrain. On peut avoir une réponse rapide au rucher et du coup, c'est assez pratique. Enfin, pour les apiculteurs, c'est quand même ce qu'il y a c'est le bon compromis entre précision et puis pratique vraiment réalisable au rucher, quoi. Sinon, il faut savoir que la pratique qui est la plus précise, c'est la méthode de lavage au détergent. Mais par contre, elle nécessite de prélever des échantillons d'abeilles, donc forcément on les tue. Et après, faut encore avoir un temps en laboratoire, ou à la miellerie pour laver tous les échantillons d'abeilles. Donc c'est plus chronophage. Mais par contre, c'est la plus précise. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les méthodes de comptage. Ce que je vous recommande, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, c'est d'aller sur la page YouTube de l'ADAORA. On a fait une vidéo sur les comptages de varroa phorétique. Et ce qui est chouette dans cette vidéo, c'est qu'il y a des apiculteurs professionnels qui utilisent ces pratiques-là et qui expliquent comment est-ce que eux ils mettent en œuvre les comptages sur leur exploitation, qu'est-ce qu'ils en tirent comme information et comment ils réagissent en fonction. Donc, ça peut être chouette aussi de compléter votre vision de ce que là, on vous apporte en allant regarder cette vidéo. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler de la méthode de comptage au sucre glace. Peut-être on peut passer le diapo. Super. Alors, la première étape, quand on veut faire un comptage de varroa phorétique au sucre glace, c'est déjà d'ouvrir sa ruche, bien sûr, et de sélectionner un cadre dans la ruche qui a des grosses larves au stade L5, ce stade, on l'appelle comme ça, c'est les grosses larves juste avant operculation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur ces cadres-là de couvain, il y a beaucoup de nourrices qui sont présentes et c'est souvent, c'est elles qui vont transmettre le varroa puisque le varroa se reproduit dans le couvain et donc les femelles varrois viennent s'installer dans le couvain juste avant operculation.
Donc, déjà, on sélectionne un cadre qui a ce profil-là. Ensuite, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas la reine qui est présente sur le cadre parce que c'est pas forcément chouette de la prélever et de lui faire un tour de manège au sucre glace. Donc, on vérifie bien qu'elle n'est pas là. Puis, on prélève environ 120 millilitres d'abeilles. Ça correspond à environ 300 abeilles. Alors, voilà, c'est approximatif, mais on est sur une mesure qui est un indicateur et qui n'est pas quelque chose de fiable à 1000%, quoi, voilà. Faut avoir ça en tête. Donc, on prélève environ 300 abeilles grâce à un petit godet. Ensuite, donc ça, c'était d'une part. On va mettre les abeilles dans un pot plus grand qui contient du sucre glace, environ 15 grammes de sucre glace. Et ce pot-là, en fait, il est fabriqué, il a été un peu arrangé, c'est comme un pot de miel de 1 kg, on va dire. Et en fait, le couvercle a été découpé et à la place du couvercle, on a mis un grillage qui laisse tomber le sucre glace et les varrois, mais qui retient les abeilles. Donc en fait, quand on met les abeilles dans le pot qui contient le sucre glace, on prend le temps de bien le rouler sur lui-même pour que les abeilles soient bien toutes enduites, voilà, que le sucre glace il puisse bien s'insinuer entre toutes les abeilles. Il faut bien qu'elles soient badigeonnées parce qu'en fait, le sucre glace, s'il est suffisamment fin et qu'il est neuf, c'est important d'en utiliser du neuf, il va être suffisamment fin pour bien se glisser entre les sternites des abeilles sur leur corps et ça va permettre de décrocher les varrois. Donc ça, pendant 1 minute au moins, il faut bien rouler le pot sur lui-même pour que toutes les abeilles soient bien recouvertes de sucre glace. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on laisse le pot reposer pendant 1 ou 2 minutes parce qu'en fait, pendant ce temps-là, les abeilles elles vont être en train de se débattre dans le sucre glace, voilà, de se frotter les unes les autres et pendant ce moment-là, également, les varrois vont se décrocher. Une fois qu'on a attendu ce moment-là, on peut à nouveau le rouler un petit coup pour bien répartir le sucre glace sur les abeilles. Et ensuite, on vient secouer le pot au-dessus d'un lange de couleur blanche. Alors, quand on dit lange, c'est tout simplement une plaque blanche. Ça peut être n'importe quel support, mais c'est pratique que ce soit de couleur blanche parce que du coup, le varroa va bien se détacher sur le fond blanc et on va pouvoir mieux le compter. Donc là, sur le diapo, il y a marqué secouer énergiquement le pot. Ce n'est pas la peine non plus de tuer les abeilles à le secouer beaucoup trop fort. Il suffit juste, voilà, comme si on salait une assiette, de secouer le pot au-dessus du lange en répartissant le sucre glace sur toute la surface du lange. Si on fait un gros tas, forcément, on ne va pas voir les varrois qui vont être au milieu. Donc on répartit bien et ensuite, on fait les comptages. Voilà. Donc on compte bien le nombre de varrois qui sont présents sur le lange, et puis à la fin, on peut libérer les abeilles dans leur ruche. Il n'y a pas de problème pour les remettre directement dans leur ruche. Voilà. Donc, cette mesure-là, c'est la mesure pour 300 abeilles, puisqu'on en a prélevé 120 millilitres, ça correspond à environ 300 abeilles. Mais quand on parle de varroa phorétique, quand on fait des comptages varroa phorétiques, la valeur de référence, c'est le VP pour 100 abeilles, donc nombre de varrois phorétiques qui sont présents pour 100 abeilles. Donc, le nombre de varrois qu'on a compté sur l'ange, il va falloir le diviser par 3 pour passer d'un nombre de varrois à 300 abeilles à 100 abeilles. Voilà, c'est la valeur de référence qu'on utilise et qui nous permet tous d'adopter un langage commun. Voilà, après ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit là, c'est que c'est important, c'est une mesure, cette mesure-là, on la réfléchit à l'échelle du rucher. À la fin, on fait une moyenne de toutes les ruches qu'on a sondées sur le rucher pour avoir une seule valeur de varroa phorétique pour 100 abeilles pour un rucher. Voilà. Et donc, en général, on échantillonne environ 8 à 10 ruches d'un rucher. Ça nous donne déjà une bonne idée. Alors donc ces mesures-là de comptage varroa phorétique, en général, on les fait à des moments bien précis de l'année, des moments clés d'intervention. Et chaque moment d'intervention est associé à une valeur seuil qu'on appelle seuil de nuisibilité, en dessous de laquelle il faut toujours être pour ne pas mettre ces abeilles, ces colonies en danger, pour éviter que la pression varroa soit trop importante et que ça entraîne le déclin de la colonie. Il faut toujours être en dessous de ces valeurs seuil.
La première période clé d'intervention, c'est au moment de la visite de printemps. Donc ça dépend toujours de l'endroit où on se situe. Généralement, on va dire que c'est courant avril, hein. Ça peut être en mars si on est un peu plus dans le sud de la région, mais voilà, on va dire avril. À cette période-là de l'année, quand on fait des comptages de varroa phorétique, c'est très important d'être en dessous de 1 varroa pour 100 abeilles, donc 3 varrois pour 300 abeilles. Parce qu'au-delà, on sait que très rapidement, on va arriver sur des valeurs de varroa phorétique qui vont être trop importantes et qui vont représenter un obstacle à la bonne production de miel et puis à la bonne santé des abeilles. Donc, si on est au-dessus de 1%, on sait que d'ores et déjà, il va falloir agir pour repasser en dessous. Une autre période clé de comptage, c'est maintenant, autour du 15 juin, c'est avant la dernière mielée. Généralement, autour du 15 juin, on est quand même juste avant la dernière mielée qu'on vise pour ces ruches. À ce moment-là de l'année, il faut être absolument en dessous de 3 varrois phorétiques pour 100 abeilles. Parce que si on est au-delà, on est certain d'avoir une production de miel sur la dernière mielée qui va être fortement impactée, et puis on va menacer la santé de la colonie. Une autre période clé pour compter, c'est juste avant le traitement. Ce moment-là pour compter, il est important, surtout quand on met en œuvre une stratégie sur laquelle on n'a pas beaucoup de recul pour lutter contre varroa, on ne la connaît pas encore bien, on ne sait pas si elle marche réellement ou pas, parce que du coup, on va savoir de combien de varroa on part, et si on fait des comptages varroa phorétiques juste après le traitement, on va voir à quel point on a fait diminuer la pression varroa, et du coup, ça va nous donner vraiment des clés pour progresser dans notre pratique, et pour se faire une idée sur une méthode de lutte, puisqu'on sait à quel point on a été efficace. Donc, là, il y a la valeur que j'ai marquée là, dans le tableau de 10%. Cette valeur-là, attention, elle provient des sources INRA et ADAPI. Donc, ADAPI, c'est l'ADA de Provence. Et c'est dans le contexte de la mielée de lavande. Donc, juste avant le traitement, donc après la mielée de lavande, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de couvains dans les colonies, puisque c'est une mielée qui est bloquante. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup de couvains dans les colonies, il y a beaucoup de varroa au stade phorétique également. Mais ça, c'est vraiment un contexte très précis qui est celui de la mielée de lavande. Et donc, à ce moment-là de l'année, si vous descendez sur la vente, il ne faudrait pas être au-dessus de 10% parce qu'on sait que derrière le traitement ou pas, ça va être compliqué de refaire baisser la pression pour après, derrière, passer un hivernage serein et permettre aux colonies, surtout avant hivernage, de se constituer un stock d'abeilles d'hiver qui soit sain et puis avec une bonne potentiel de longévité. Et après, la dernière période pour compter, donc je vous le disais, c'est juste après traitement, parce que ça va permettre de voir si le traitement, est-ce qu'il a bien marché. Et donc, juste après traitement, nous, ce qu'on recommande, c'est d'être en dessous de 2% de varroa pour 100 abeilles. Ce qu'il faut avoir à l'esprit à ce moment-là de l'année, c'est que selon les quantités de couvains qu'il y a dans les ruches à l'automne, et ça, on sait que ça peut être très variable en fonction de la géographie, et c'est toujours le même principe. S'il n'y a pas beaucoup de couvains dans les colonies parce qu'elles ont déjà fortement réduit la ponte, souvent c'est normal qu'on soit un petit peu au-dessus de 2%. C'est pas très grave si la colonie elle est suffisamment populeuse. Par contre, si la colonie est toute petite, qu'il y a quand même du couvain et qu'on est au-dessus de 2%, là, il faut s'inquiéter. Il faut toujours, de toute façon, quand on parle comme ça de ces mesures comptage varroaphorétique, il faut toujours replacer ça avec d'autres facteurs qui sont principalement les quantités de couvain et la qualité du couvain. Il faut aussi vraiment se concentrer sur voir s'il y a des symptômes de varose ou autre. Voilà. Mais ça, je pense que Olivier va vous en parler. Je vais lui laisser la parole maintenant. Ah oui, voilà. Du coup, cette diapo, là, je viens de vous la présenter sans... voilà. On peut passer. Merci Marie. On va revenir sur la prise de décision après avoir réalisé les comptages. Donc, je reviens juste sur quelques préambules. Marie et Adeline l'ont déjà largement présenté, on va aller assez vite. Mais il faut bien comprendre que la lutte contre le varroa, c'est une lutte raisonnée. On ne se contente pas d'appliquer un médicament dans une ruche et de se dire on a traité. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que tout le monde en est conscient maintenant. Donc, je rappelle rapidement comprendre la cinétique de développement de l'abeille et du varroa, en sachant que la cinétique de développement du varroa, c'est vraiment calé sur celle de l'abeille.
Avoir en tête qu'effectivement, la présence de couvain, c'est un facteur qui peut être énormément impactant sur l'efficacité d'un traitement. Apprendre et maîtriser une technique de comptage adaptée à sa technicité. C'est important de savoir que traiter, c'est avant tout compter, pour savoir face à quoi on est confronté. Connaître et comprendre l'intérêt des méthodes biotechniques, quand elles font partie des traitements et optimisent l'action des médicaments. À chaque rucher son traitement, selon son parcours technique, c'est dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de recette magique, miracle, qui va contenter tout le monde. Raisonner les traitements en fonction des observations et du comptage, c'est encore un peu redite. Attention à l'interprétation des résultats de comptage, Marie l'a dit, les seuils simplifiés, il faut vraiment les intégrer dans le contexte du rucher. Connaître les modes d'action des médicaments. Est-ce que ce sont des médicaments à action rapide, des médicaments à action lente? Est-ce qu'il y a une action en présence de couvain ou non? Connaître les conditions d'utilisation, les limites d'utilisation, les effets secondaires. Et ne pas être trop gourmand. Clairement, une colonie qui est trop chargée en varroa, évidemment, c'est asymptomatique, elle ne doit pas rester dans le rucher de production parce que déjà pour elle, on sait que la production sera très largement impactée et la colonie sera vouée à un probable effondrement, mais c'est aussi pour les autres colonies, puisque le varroa peut bien sûr se disséminer dans toutes les autres colonies et dans les ruchers voisins. Voilà, on va passer à la suivante. Alors, petit point de rappel, qu'est-ce qui se passe si on ne traite pas? La diapo est assez parlante. Systématiquement, il y aura mortalité de colonies. Alors, il y a différents auteurs, différentes personnes qui se sont intéressées à réaliser des comptages très réguliers de populations d'abeilles adultes au sein des ruches, de populations de couvains ouverts, couvains fermés. Et en fait, pour résumer, on sait qu'à partir du moment où 30% des nymphes présentes dans les colonies sont parasitées, la colonie certaine de s'effondrer. On ne va pas rentrer dans le détail de ces courbes parce que c'est assez compliqué. Mais des auteurs comme Pascal Gil ou comme Randy Oliver ont montré et ont essayé de présenter différents types de traitements et de compter ce qui se passait à l'intérieur des colonies pour essayer d'en tirer des conclusions sur l'efficacité de tel et tel type de traitement. Et ça permet de savoir aussi la différence entre un traitement précoce et un traitement tardif, la différence entre un traitement médicamenteux seul et un traitement médicamenteux associé à des méthodes biotechniques. Donc, il y a tout un tas de documentations là-dessus qui sont très complètes. Mais voilà, à retenir, clairement, on ne peut pas se passer de traiter des colonies contre le varroa. Sinon, c'est l'échec assuré pour tout le rucher. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette type pour les médicaments en apiculture. On a une brochette de 13 spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché pour le traitement du varroa en apiculture. Dans ces 13 médicaments, bien sûr, il y a des principes actifs qui reviennent assez systématiquement, donc le nombre de principes actifs est quand même très limité. Et clairement, on ne va pas pouvoir vous dire traiter avec tel médicament, vous serez tranquille. C'est pas aussi simple que ça, au départ. Donc les médicaments, si on veut des détails, Pascal Gil avait fait une présentation l'année dernière lors des deuxièmes rencontres sanitaires apicoles sur l'utilisation du médicament vétérinaire en apiculture. On pourra vous remettre le lien pour que vous puissiez vous remémorer un petit peu les différents conseils qui ont été donnés à ce moment-là. On ne va pas s'étendre sur ce sujet aujourd'hui. Alors, pour reprendre un petit peu ce que disait Marie, on va simplifier un peu à l'extrême parce que malheureusement, les traitements sont spécifiques à chaque rucher. C'est à chaque apiculteur de se faire une idée de ce qu'il doit faire dans son rucher en fonction des comptages qu'il a observés et de la force de ses colonies.
et aussi la quantité de couvain qui est présente. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il faut absolument régulièrement observer ces colonies. Et quand on ouvre une colonie, on ne se contente pas de regarder la quantité d'abeilles, on sort cadre par cadre pour se faire une idée de la quantité de couvain qui est présente. Les comptages de varroa du printemps, on a dit avril, mai, juin, il ne faut pas dépasser 2 à 3 varrois phorétiques pour 100 abeilles. On parlera là uniquement des comptages de varroa phorétiques. On sait déjà qu'à partir de 2 ou 3, du moins au-delà de 2 à 3 varrois pour 100 abeilles, en mai-juin, la colonie est assez impactée par le parasite et elle peut déjà être considérée comme en danger. Et idéalement, c'est le genre de colonie qu'il ne faudrait pas mettre en production quand c'est possible. Et si on veut baisser la pression varroa assez rapidement sur ces colonies, la méthode idéale, une méthode plus technique de retrait de couvain, avec derrière un traitement avec un médicament à base d'acide oxalique. L'idée étant de tuer tous les varrois phorétiques qui sont présents sur les abeilles. Si en mai-juin, on est à moins de 1 varroa pour 100 abeilles, il faudra bien sûr refaire un traitement, idéalement avant la dernière mêlée, au mois de juillet, début juillet. À noter que ce n'est pas parce qu'une colonie a moins de 1 varroa pour 100 abeilles au mois de mai qu'elle s'en sortira forcément. On constate quelquefois des effondrements sur des colonies qui semblaient peu impactées pourtant en début d'été. Et donc, si notre comptage fin juin, juillet nous montre moins de 3 varrois pour 100 abeilles, on peut être assez serein. On a 2 possibilités, soit utiliser un traitement biotechnique avec encagement de reine et traitement avec un médicament à base d'acide oxalique 24 jours après, soit d'utiliser un traitement estival médicamenteux avec, par exemple, des médicaments à longue durée d'action, comme les lanières, sauf en production biologique, et ceci le plus tôt possible après récolte. Ça, c'est fondamental, on l'a vu dans le cycle du varroa. Plus on traite tôt, plus on a de chances d'enrayer le développement des multiplications des varrois. Si on est au mois de juillet, début juillet, à plus de 3 varrois pour 100 abeilles, là, clairement, le traitement médicamenteux ne suffira pas. On l'a suffisamment constaté et beaucoup d'apiculteurs en sont conscients maintenant, je pense. Et il faut opter pour une solution drastique de retrait ou de griffage de couvain avec des médicaments à base d'acide oxalique ou d'acide formique, ou mélange d'acide formique et acide oxalique. Le varroa est principalement caché dans les alvéoles operculées avec des nymphes qui sont contaminées, qui sont parasitées, et c'est là qu'il faut aller les chercher. Et comme les médicaments ne peuvent pas les atteindre à cet endroit-là, ben, en retirant ce couvain ou en griffant ce couvain, qu'on arrive à optimiser les traitements. Une petite remarque, les encagements de rennes sur des colonies qui sont fortement impactées en varroa sont risqués, puisque l'encagement provoque une explosion de la pression en varroa phorétique dans les 3 semaines d'encagement, et donc on a un risque important d'effondrement de la colonie pendant ou après le traitement. Voilà. Alors, une petite remarque concernant les essaims naturels, en capture, il faut systématiquement les traiter à l'enrichissement, alors avec par exemple une lanière, bivard, pourquoi pas, ou un traitement à base d'acide oxalique ou acide formique. Ça doit être fait dans les 3 à 5 jours après enrichissement, de manière à ce que pas encore de couvain pour détruire les varroa phorétiques qui sont présents sur les abeilles qui font partie de l'essaim. Et une autre remarque concernant la méthode biotechnique d'essaimage artificiel, division de colonie en fait, cette méthode ne contribue pas forcément à la baisse de la pression varroa au sein d'une colonie et encore moins au sein d'un rucher. Idéalement, la création d'essaims artificiels doit s'accompagner d'un traitement à base d'acide oxalique pour être certain de baisser fortement la pression varroa. Alors, cette diapositive, pour vous rappeler 4 points essentiels.
déjà avoir en tête que le retrait de couvain, c'est vraiment une méthode qui a le mérite de retirer 50 à 80% des varrois d'une colonie, ce qui n'est pas négligeable du tout. C'est une méthode qu'on ne préconisait pas forcément avant, mais qui, du fait du constat d'échecs récurrents de traitement, va s'imposer au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est une technique qu'il faut maîtriser. C'est pas très compliqué. C'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de retirer du couvain quand il est abondant, mais il faut se dire que c'est pour sauver la colonie, et quand on retire du couvain, on retire du varroa. Deuxième point, on l'a dit, et beaucoup d'apiculteurs l'ont remarqué, attention à l'efficacité souvent insuffisante d'un seul traitement, notamment en traitement avec des lanières. Maintenant, on ne peut plus se contenter de faire un traitement unique estival en posant ses lanières, en disant c'est bon, on est tranquille jusqu'à la saison suivante. Point très important du traitement qui doit être le plus précoce possible avant la dernière mêlée. Après la dernière mêlée. Plus on intervient tôt, plus on a de chances de limiter la casse. On voit encore trop souvent des apiculteurs qui traitent au mois de septembre, fin août, et malheureusement, la pression varroa est déjà tellement importante que la colonie a déjà beaucoup souffert. Et c'est un danger pour elle-même et aussi pour toutes les colonies du rucher. Il faut essayer d'anticiper les échecs. Et pour ça, je me répète, mais c'est le comptage, le contrôle d'efficacité les plus précoces possible. C'est indispensable. Donc, vérifier l'efficacité du traitement pendant et après traitement. Pour hésiter à faire un comptage pendant le traitement ou des comptages sur l'an pour voir un peu s'il tombe encore du varroa ou pas. Vérifier ce qui se passe dans les colonies. Il faut être curieux, il faut ouvrir les colonies, il faut observer l'abeille, observer le couvain. Parce que la simple observation extérieure de la colonie avec des abeilles qui rentrent, qui sortent ne suffit pas à se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Et ne jamais tolérer de signes de varroose, quelle que soit la saison, parce qu'une colonie qui présente déjà ces symptômes, soit avec visualisation de varroa phorétique, soit avec visualisation d'abeilles aux ailes déformées ou atrophiées, montre que la colonie est déjà extrêmement parasitée. Et ce type de colonie ne va pas rester comme ça dans le rucher. C'est une peine de danger pour toutes les colonies. Voilà. Alors, en fin d'été, début d'automne, comme disait Marie, après un traitement, l'objectif théorique devrait être de 1 à 2 varrois pour 10% d'abeilles. En réalité, c'est souvent supérieur. Alors, bien sûr, ça dépend de la quantité de couvain, mais il y a des facteurs comme la météo, les problèmes de réinfestation qui font qu'on est souvent au-dessus. Cas particulier des miellées tardives, les colonies qui sont dédiées à ces miellées doivent vraiment être sélectionnées de manière à être le moins chargé possible en varroa. Soit ce sont des essaims de l'année qui auront été traités avec un médicament à base d'acide oxalique, soit par un traitement en fin de printemps, début d'été. Il faut que ce soit des colonies qui puissent attendre la fin de la mêlée. Et en fin de mêlée, étant donné qu'on arrive tard en saison, eh bien, il faudra systématiquement leur faire subir un retrait de couvain et en associant un médicament à base d'acide oxalique. Alors, petit schéma récapitulatif, ça reste des exemples, c'est pour vous donner une idée sur la chronologie de ce qui peut être fait au sein d'un rucher. En dessous de la ligne des mois, vous avez les mesures biotechniques et au-dessus les traitements médicamenteux. Donc, comme on le disait, savoir s'il y a du couvain et estimer la quantité de couvain, c'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement parce que c'est ce qui va permettre d'estimer l'efficacité supposée des traitements qu'on va réaliser. Au printemps, on va utiliser des méthodes biotechniques en mars-avril de découpe et retrait de couvain mâle. Donc on peut le faire jusqu'à 3 fois, à 15 jours d'intervalle à peu près. On va éventuellement pouvoir faire des essaims artificiels et les traiter avec un médicament d'acide oxalique.
Si la charge est trop importante en varroa, en phorétique, en avril-mai, que les comptages mènent déjà une quantité supérieure à 1 ou 2 varrois phorétiques, on a une possibilité de faire des traitements de rattrapage, traitements de soulagement, on va dire. Ça blanchit les colonies, mais ça ne va pas les nettoyer complètement. Et on utilise pour ça des médicaments à base d'acide formique, qui ont la particularité de pouvoir avoir une action sur les varrois qui sont dans le couvain operculé. À partir de juin-juillet, donc on l'a dit, selon la quantité de varroa phorétique, l'encagement, l'arène reste la solution la plus élégante et la plus efficace, avec systématiquement bien sûr traitement à base d'acide oxalique. À partir de la fin de la dernière mielée, on va pouvoir traiter avec des médicaments. 13 spécialités existantes sont utilisables avec des pourcentages d'efficacité variables selon le médicament. Systématiquement respecter les conditions d'utilisation, on l'a dit. Savoir que certains médicaments, comme les médicaments à base d'acide formique, sont déconseillés au-delà d'une température extérieure de 29 degrés. Donc on sait que chaque médicament a ses avantages et ses inconvénients. Concernant les lanières, il faut respecter le repositionnement des lanières, à peu près en période de traitement. On repositionne au centre de la grappe, on les gratte. Donc ces traitements de longue durée ne sont pas malheureusement suffisants, on l'a vu. Et ce sera les comptages d'automne qui permettront de savoir où en sont les colonies et d'envisager éventuellement l'utilité ou la nécessité d'un traitement complémentaire en période hivernale hors couvain avec des médicaments à base d'acide oxalique ou acide oxalique, acide formique. Ça, on en reparlera au moment du prochain webinaire. Voilà. On va passer à la suivante. Alors, comme le titre l'indiquait, on va essayer de penser aux pièges qu'il faut éviter pour limiter les échecs de traitement. Donc, premier piège, il faut éviter de sous-évaluer la pression varroa en réalisant des comptages dans cette période. Les comptages précoces au printemps ne sont pas les plus précis, ils donnent une idée, mais les comptages vraiment clés sont les comptages fin juin, début juillet. Attention donc au seuil d'interprétation, on l'a dit. C'est pas parce qu'on est à moins de 3 varrois pour 100 abeilles au mois de juillet que ça va bien se passer systématiquement. Attention à la représentativité des échantillons au sein d'un rucher. À minima, c'est 5 ruches sur lesquelles il faut faire des comptages dans les petits ruchers. Puis après, il y a des tableaux qui nous indiquent le nombre de ruches à tester en fonction du rucher. Attention à ne pas avoir recours à des méthodes biotechniques, à n'avoir recours qu'à des traitements médicamenteux et à négliger les méthodes biotechniques, surtout en cas d'infestation forte et couvain abondant. Attention à ne pas élever des varrois lorsqu'on décide de détruire le couvain mâle quand on le fait trop tard. Ça, c'est pour la méthode biotechnique du printemps. Attention à l'introduction des seins non traités. Les colonies d'un rucher doivent systématiquement toutes être traitées en même temps, si possible avec la même méthode. Attention au traitement trop tardif estival. Ne pas respecter les conditions d'utilisation des médicaments, je l'ai dit, peut aboutir à des échecs de traitement parce qu'on n'a pas respecté les conditions qui étaient préconisées. Attention, lorsqu'on utilise des lanières, à ne pas les laisser trop longtemps dans les ruches, sous peine de sélectionner des populations de varrois qui deviennent résistants. Attention à ne pas vérifier l'efficacité des traitements instaurés, ne pas rouvrir ces colonies après traitement. Et ça, c'est plus pour les webinaires de fin d'année.
n'arrive plus à lire parce qu'elle est trop petite. Ne pas vérifier l'absence de couvain lors de traitement hivernal. Le traitement hivernal doit systématiquement se réaliser hors couvain pour être sûr d'avoir une efficacité optimale. Voilà. Bon. Conclusion, il faut anticiper. Pour anticiper, il faut compter. Il faut savoir ce qu'on doit traiter. Il faut savoir connaître la pression de parasites qui est présente dans les ruches pour traiter. Traiter à la fois par des méthodes biotechniques et des méthodes médicamenteuses, c'est indissociable. Il faut ensuite contrôler. Pour contrôler, il faut encore compter et retraiter si nécessaire. Les échecs de traitement doivent être déclarés. C'est important, donc déclaration au vétérinaire prescripteur. Éventuellement, ces déclarations sont remontées soit par les agriculteurs, soit par les vétérinaires, soit par les techniciens sanitaires à l'OMA, donc l'Observatoire de mortalité et vieillissement de l'abeille. Et les suspicions de manque d'efficacité ou d'inefficacité sont remontées par le système de pharmacovigilance à l'Agence nationale du médicament vétérinaire. Conclusion, on l'a dit, la prise de décision dépend de l'interprétation des résultats et de la technicité de l'apiculteur aussi. De même, l'orientation des traitements, elle se fait au cas par cas. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Si c'était si simple que cela, il y a longtemps qu'on se serait débarrassé du varroa. Et il faut tenter d'éviter les pièges que j'ai cités pour éviter d'en arriver à des microcolonies micrographes comme on rencontre assez souvent en automne ou en hiver, et avec des effondrements catastrophiques de colonies, voire des mortalités ou des déversions totales de colonies. Voilà. J'en ai terminé. Merci Olivier. Eh ben, je vous remercie tous. On est arrivé à la fin de ce 4e webinaire et on remercie tout le monde pour la participation. Vous étiez encore nombreux et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour la suite. Donc c'est le 15 septembre, c'est le webinaire qui s'appelle « S'assurer de l'efficacité de son traitement d'été et savoir réagir ». Donc on en a un petit peu parlé, on va développer plus cette partie-là du coup en septembre. Voilà, on vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.